Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'essentiel Parole d'experts. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir la facturation électronique, est probablement l'une des plus grandes transformations administratives et numériques qui attend les entreprises françaises dans les prochaines années. Alors derrière ce sujet qui peut paraître purement technique au départ, ce sont en réalité des millions d'entreprises, de dirigeants, de directions financières et de cabinets d'expertise comptable qui vont devoir faire évoluer leur méthode de travail. Alors pourquoi cette réforme a-t-elle été lancée ? Comment va-t-elle concrètement s'appliquer ? Est-elle perçue ou est-elle une nouvelle opportunité ou au contraire une nouvelle contrainte ? Et surtout, qu'est-ce qu'elle va changer pour les entreprises dans leur gestion à l'avenir ? C'est ce que nous allons voir avec les trois invités que nous avons autour de nous aujourd'hui, à savoir Sébastien Rabineau. Bonjour. Vous êtes le directeur du projet facturation électronique au sein de la Direction générale des finances publiques. Tout à fait. Laurent Vronsky, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général d'Ervor et secrétaire général de Croissance Plus. Et François Dublois, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, cofondateur et associé du groupe d'expertise comptable, d'audit et de conseil Wiluma. Bienvenue à tous les trois. Donc nous allons commencer par cette première partie, à savoir pourquoi cette réforme. Et comme Sébastien Rabineau, nous avons la chance d'avoir finalement en plateau Monsieur Facturation électronique. On va revenir à l'origine de cette réforme. Pourquoi l'État a décidé donc de lancer cette réforme aussi importante qu'est la facturation électronique ? Peut-être pour commencer, dire que ce n'est pas l'État qui a inventé la facturation électronique. C'est les entreprises qui l'ont inventée, finalement, parce qu'elles avaient des problèmes qui étaient liés à la facturation. La facturation, c'est un nid de problèmes. Tous les gens qui sont intéressés au fonctionnement de l'entreprise le savent. Et donc, dans les problèmes qu'il y avait plusieurs choses. La nécessité, le coût déjà de gestion des factures, la nécessité de savoir comment ça se passe, je dirais, quand il y a des incidents, comment on sait ce qui se passe chez sa contrepartie, etc. Bref, pour plein de raisons, les entreprises, il y a une trentaine d'années, elles ont décidé de trouver des protocoles pour s'échanger des factures électroniquement et des statuts sur ces factures électroniquement. Et donc ça progressait. Mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que pour que ça continue à progresser, aujourd'hui, avant la réforme, il y en avait 15 à 20% qui étaient électroniques. Pour que ça continue à progresser, les grandes entreprises ont commencé à mettre en place des portails. Et donc ces portails, c'est un peu la définition de l'enfer pour des TPE-PME, parce que ça veut dire que tous les matins et tous les soirs, il faut faire les tours des portails de tous ses clients, de tous ses fournisseurs avec de la double authentification pour récupérer des factures, les déposer dans des formats différents, etc. Et donc c'est pour ça qu'en France, mais aussi dans le reste du monde, les États sont en train de prendre un peu leur casquette de régulateur de l'économie pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et que ça soit plus facile à gérer. Donc la facturation électronique, c'est pas vraiment une réforme lancée par l'État, c'est plutôt une réforme accompagnée, un changement de fonctionnement des entreprises accompagné par l'État pour essayer de mettre un peu de règles là-dedans. Et donc ça fait combien de temps, vous, Sébastien Rabineau, que vous êtes justement sur ce projet-là ? Moi, ça fait 2 ans et la direction de projet a démarré, on a commencé nos travaux en 2020, donc c'est, voilà, sachant que le Mexique est passé à la facturation électronique au début des années 2000 et que l'Italie y est passée en 2019. Donc voilà, c'est sur une échelle, je dirais, d'une grosse dizaine d'années, tous les pays sont en train de faire la bascule. Oui, c'est ça. La France n'est pas du tout pionnière dans cette démarche-là. Et comment ça se passe dans les pays qui ont déjà cette facturation électronique à l'échelle de l'État ? Je crois que c'est d'une banalité très forte au bout de quelques temps. Je veux dire, il y a un exemple très concret et très récent, c'est la Belgique a basculé le 1er janvier dernier. Et aujourd'hui, quand je discute avec mes collègues en Belgique, avec les entreprises belges, j'ai vu le VFB qui est l'équivalent de la CPME ou du MEDEF belge, quand je discute aussi avec les experts comptables de Belgique, je veux dire, ça s'est complètement banalisé, donc je crois que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, on se pose des questions comme toujours, parce qu'au moment d'une réforme, on ouvre le capot, on essaie de comprendre comment ça marche. La facture électronique, ça ressemble quand même beaucoup à de la facture. Donc l'objectif initial, c'était vraiment de réguler ce qui se faisait déjà, alors ? Alors, il y a un objectif économique, c'est-à-dire que la facturation électronique arrive de toute façon, et donc de faire en sorte que ça soit un levier de compétitivité en standardisant et en permettant de l'ouvrir à tout le monde. Il y a un peu un côté, tout le monde doit basculer en même temps pour que ça porte ses fruits d'un point de vue économique.
économique. Et puis il y a un deuxième objectif très clair, c'est aussi d'essayer de récupérer de la donnée en temps réel pour essayer d'alléger les démarches. C'est un peu ce qui s'est passé au moment du prélèvement à la source, c'est-à-dire au travers de la fiche de paye, on remonte des données à l'administration pour éviter d'avoir des démarches déclaratives à faire ou à avoir des démarches pré-remplies, etc. Et donc là, c'est la même idée, c'est-à-dire avec ces données de factures qui sont un peu finalement les briques de base de la comptabilité, mais aussi de la fiscalité, mais aussi de la compréhension générale de l'économie, on peut réduire les enquêtes de l'INSEE, rembourser plus facilement les crédits de TVA, pré-remplir les déclarations de chiffre d'affaires, donc vraiment faire des simplifications très fortes au bénéfice des entreprises. Oui. Et quand on avance l'argument de lutter contre la fraude à la TVA, justement, est-ce que ça fait aussi partie des objectifs de cette réforme ? Moi, je viens de l'administration fiscale, donc ça veut dire que le métier qui m'est confié, la raison pour laquelle je suis payé par les Français, c'est précisément pour faire en sorte que les règles soient respectées. Donc dès qu'on récupère des données, on les utilise pour respecter la règle. Très clairement, par exemple, aujourd'hui, on a une fraude fiscale, mais aussi commerciale, qui se technicise avec de l'IA, des fausses factures fabriquées par IA, etc. Plus on est capable d'avoir des systèmes sécurisés qui permettent de détecter la réalité de la preuve de l'origine de la facture, et mieux on se porte en matière de lutte contre la fraude, encore une fois fiscale comme commerciale. Très bien. Merci pour cette première vue d'ensemble. Laurent Wronski, quand vous entendez les arguments, donc les objectifs qui sont poursuivis justement pour cette réforme, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous comprenez ces objectifs ? Alors déjà, c'est très bien vendu. Mais je n'adhère pas complètement parce que moi, je le vis depuis 6 mois. Oui, mais est-ce que les objectifs, est-ce que vous les comprenez, les 3 objectifs vous savez, finalement c'est pas très compliqué à comprendre, mais je pense qu'à mon avis, l'objectif numéro 1, c'est pas de simplifier la vie des entreprises, c'est précisément pour l'État de pouvoir avoir la main sur ces flux économiques dont certains, évidemment, c'est ce que disait monsieur, passent à côté de la case fiscale. On est de toute façon dans une mouvance numérique, comme vous l'avez expliqué, mais pas depuis, ça ne sera pas depuis le 1er septembre. Je veux dire que les entreprises échangent énormément d'informations numériques depuis globalement plus de 30 ans, que ce soit au niveau des plans et autres. Donc oui, les objectifs sont louables, mais je pense que la raison pour laquelle c'est le ministère des Finances qui gère le projet, je crois que ça en dit long. C'est-à-dire que clairement, l'État, et on voit très bien, depuis maintenant à peu près une petite dizaine d'années, essaye d'avoir la mainmise sur les flux économiques. C'est pareil pour la DADS, pour les spécialistes, pour les salaires, pour être sûr de pouvoir capter tous ces flux pour pouvoir fiscaliser. Après, nous, on est des contribuables comme tout le monde, on ne nous a pas vraiment demandé notre avis. Mais j'ai été associé à quelque chose que vous connaissez forcément, qui est la loi LME. Donc la loi LME, c'est une loi qui a été façonnée par monsieur Novelli, qui était le ministre des PME, pour essayer de réguler les délais de règlement, qui est un vaste problème en France. Bon, et j'ai participé à la rédaction de cette loi. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment de l'économie qui est particulièrement délicat. On ne peut pas dire que l'économie soit prospère et florissante. Les financements à court terme qui sont accordés aux entreprises sont accordés avec parcimonie. Les délais de règlement s'allongent. Et je ne dis pas ça pour être rétrograde ou anti-tech, mais ce que j'ai vécu depuis 6 mois avec la facturation électronique, c'est sans doute le meilleur argument que l'on ait pu apporter depuis 10 ans, mauvais payeur. Parce que les plateformes ne sont pas toutes identiques. Les factures n'ont pas toutes le même statut. Et c'est encore plus grave, et ça ne touche pas que la facturation électronique, mais je pense que dans cette pièce, il y a des gens qui ont une box Internet, ont un abonnement EDF. On a de moins en moins d'humains quand il y a un problème. Et là, on n'en a clairement pas. Ce qui fait que quand il y a un sujet, et croyez-moi, il y en a énormément, eh bien, il n'y a pas d'humain dans la pièce. Et je pense que c'est un excellent test de votre flegme britannique. Donc voilà ce que j'en pense. On va revenir véritablement sur la mise en pratique un petit peu après. Juste, qu'est-ce que vous pouvez répondre, Sébastien Rabineau, à Laurent Wronski ? La première chose, c'est déjà que depuis 6 mois, ce que vous vivez, ça n'est pas l'application de la réforme, puisqu'elle s'applique à partir du 1er septembre prochain. Donc ce que vous vivez, c'est sa préparation. Comme tous les moments de transition dans l'économie, que ce soit d'ailleurs au sein, provoqué par l'État ou pas, tous les moments de transition, effectivement, ils créent des perturbations, je ne le nie pas. Après, moi, je pense que la facturation électronique, elle contribue très largement à l'amélioration des délais de paiement, y compris inter-entreprises. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie. Très bien. François, vous accompagnez plus de 1600 entreprises, de la TPE à la PME. Vous êtes donc au cœur de la réforme. Vous, quand vous regardez cette réforme avec un petit peu de recul, dans quel état d'esprit vous l'accueillez ? Est-ce que vous comprenez aussi les objectifs qui sont poursuivis ? Comment vous... Alors moi, je suis très enthousiaste.
finalement, par rapport à ce projet. Alors pour revenir sur la lutte contre la fraude, donc moi je suis dirigeant, je n'ai des clients qui sont tous des dirigeants, et clairement ils attendent que l'État écarte du système les mauvais dirigeants quelque part, hein, ceux qui ne déclarent pas leurs salariés, ceux qui ne reversent pas la TVA, parce qu'ils nous font clairement une concurrence déloyale. Donc moi aujourd'hui, si j'attends quelque chose de l'État, c'est ça, c'est qu'ils écartent ces mauvaises pratiques. La concurrence est déjà assez dure quand elle est loyale, autant qu'elle le soit. Sur le sujet de la facturation électronique, moi je suis effectivement aussi très enthousiaste parce que, comme vous le dites, les entreprises se digitalisent beaucoup. Mais là, enfin, on va avoir un socle commun. On va tous pouvoir travailler sur la même base. Donc, probablement que la mise en pratique va être un peu délicate. Mais moi, ça me fait rêver, effectivement. Cet outil-là, en tant qu'expert comptable, en tant que dirigeant d'entreprise et en tant que conseil des dirigeants d'entreprise, ça me fait rêver, effectivement. Alors ce premier tour de table nous a permis de prendre un petit peu le pouls de part et d'autre. Donc passons justement aux choses concrètes. Sébastien Rabineau, donc vous disiez que pour l'instant on était dans une phase finalement de test. La réforme n'est pas encore véritablement mise en place, mise en pratique. Quelles sont les dates, quelles sont les échéances ? Alors l'idée, c'est que d'ici le 1er septembre 2026, tout le monde doit avoir choisi une plateforme pour recevoir ses factures. C'est-à-dire, finalement, plutôt que d'aller sur le portail de mon fournisseur d'énergie, de télécom ou n'importe quelle grande entreprise qui fait un portail, je vais pouvoir recevoir sur un portail que j'ai choisi, qui correspond à mes besoins, peut-être celui d'ailleurs de mon expert comptable, ce qui m'évitera d'avoir à lui transmettre les factures en fin de période ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à faire avant le 1er septembre 2026. Donc tout le monde, là, vous dites ? Tout le monde. Toutes les entreprises ? Alors absolument tout le monde, c'est-à-dire même tous les indépendants, toutes les professions libérales, tous les micro-entrepreneurs, tout le monde doit pouvoir choisir une plateforme pour recevoir ses factures. Et puis ensuite, on a jusqu'au 1er septembre 2027, en fonction de sa taille, pour rentrer dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Donc ça veut dire, quand on est une grande entreprise ou une ETI, c'est-à-dire plus de 50 millions de chiffre d'affaires, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans cette catégorie, mais il n'y en a que 12 000 sur les 5 millions d'entreprises actives à peu près. Donc on est sur une petite population, donc tout cela sont obligés, à partir de septembre 2026, de commencer à émettre. Et donc c'est là où on va pouvoir expérimenter très concrètement ce que c'est qu'une facture électronique. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que dans nos outils du quotidien, il n'y a rien qui ressemble plus à une facture qu'une facture électronique. C'est-à-dire que, oui, il y a des données qui sont intégrées automatiquement et c'est tout l'intérêt, mais il y a aussi ce qu'on appelle un lisible, c'est-à-dire un PDF qu'on n'a plus besoin de ressaisir ou d'ossériser ou de scanner pour en extraire les données, mais qui permet de conserver quelque chose de presque physique qui correspond à ce qu'on a aujourd'hui quand on traite une facture. Donc ça ressemble à ça, hein. Il y aura toujours le logo de l'entreprise, il y aura toujours les horaires du support, il y aura toujours la publicité de Noël s'il y en a une sur la facture. Il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le quotidien. Alors est-ce que c'est ce que vous vivez ou pas, Laurent Wronski ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, je ne partage pas votre rêve. Je pense que d'un point de vue technique, on n'a pas inventé l'eau chaude. Je veux dire, c'est un procédé assez simple. Simplement, je voulais juste vous alerter sur le fait que, à mon sens, cette réforme, puisque c'en est une, ne peut pas être menée concomitamment sans réfléchir à l'impact sur le crédit interentreprise. Alors, le crédit interentreprise pour les néophytes, c'est en clair le fait que moi, fournisseur, mon client va me payer à 60 jours quand il s'est levé du bon pied, et puis quand il veut, quand il s'est levé du mauvais pied. Et le crédit interentreprise en France est supérieur au crédit bancaire, vous le savez. Oui. C'est un vrai problème. C'est un énorme problème. Bon, c'est la cause numéro 1 de faillite dans notre pays. Donc, je pense, pour l'avoir vécu, vous avez parfaitement raison sur la partie technique. Moi, la question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème ? Parce que nous vivons ça en vrai. Donc, j'ai pas lu le magnifique, je suis allé sur le site du ministère des Finances, qui effectivement fait rêver. Ma vie au quotidien, c'est un petit peu moins le rêve. En clair, aujourd'hui, vous avez créé une séparation entre le donneur d'ordre et le fournisseur. Avant, je ne dis pas que c'était forcément mieux, mais même s'il y avait une facture papier, je veux dire que vous saviez qui contacter quand il y avait un problème. Ça ne voulait pas dire que forcément le problème était résolu en un temps record, mais au moins il y avait un humain. Là maintenant, le problème, c'est que comme vous avez une plateforme, donc en clair, vous avez une entité virtuelle qui peut bugger parce que votre facture, elle n'est pas comme ci, ou qu'elle n'est pas comme ça, ou vous n'avez pas respecté certaines choses. Là, il y a une forme de déshumanisation, et donc vous appelez l'acheteur qui vous dit « Ah mais non, mais c'est pas moi, là, c'est la plateforme. » Bon. Et donc, je pense que nous vivons un moment de l'économie, comme je l'ai cité précédemment, qui est à mon avis particulièrement délicat, et que
on ne peut pas juste se contenter d'une réforme technique, et je pense qu'il faut avoir dans le rétroviseur surveiller de très très près l'impact sur le crédit interentreprise. Parce que je pense que malheureusement, c'est pas le monde des bisounours et qu'il y a beaucoup de gens qui vont en profiter. Enfin, moi, je le vis. Donc, écoutez, un argument pour les mauvais payeurs, en fait. écoutez, mon poste client, il a pris 30% de plus. Ça, c'est du concret, vous voyez, c'est pas une vue de l'esprit. Et parce que on a des gens qui, du coup, se servent de ce moyen-là pour rallonger les délais de règlement, qui est déjà un énorme problème en France. Vous entendez ou pas ça, Sébastien mais j'entends Villot parfaitement, mais encore une fois, il y a deux choses. C'est que la réforme n'est pas rentrée en vigueur. Donc, je veux dire, je ne sais pas ce qui, dans votre réalité, peut vous informer sur ce qui va se passer à partir de septembre. Et puis la deuxième, c'est surtout que moi, je travaille je participe aux travaux de l'Observatoire des paiements comme vous, autant vous travaillez sur LME. Et je vous rassure, on est assez consensuel sur le fait que ça fait progresser les délais de paiement et que ça réduit le crédit interentreprise. En réalité, il y a deux choses. C'est que si on prend les délais de paiement de manière globale, finalement, ils se découpent en 3 délais de paiement. Il y a le délai de paiement structurel. Vous dites qu'il y a la plateforme au milieu. Avant, il y avait la poste, où il y avait un mail, il y avait des difficultés techniques, des mails qui tombent dans des trous avec des factures sur lesquelles on n'a jamais de réponse. Je pense que ça existe aujourd'hui. Les statuts protègent plutôt de ça. Le deuxième sujet, c'est le délai de paiement face aux gens qui ne veulent pas payer. Et donc ça, la facturation électronique, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas magique. Donc ça ne réglera pas le problème des délais de paiement parce que personne, en fait, ne peut régler ce problème-là autrement que par la relation commerciale, voire le contentieux. Auquel cas, je rappelle quand même que l'eurodatage de la facture, qui est garanti par la facturation électronique, contribue à faciliter d'aller chercher l'arbitre ou le juge le cas échéant. Et puis le troisième délai de paiement, c'est celui quand il y a une facture qui dérape. C'est-à-dire, j'envoie une facture à quelqu'un et il y a un problème sur ma facture et normalement, il devrait me prévenir. C'est comme ça que ça devrait se passer dans des relations commerciales saines. Mais peut-être qu'il attend ma relance au bout d'un mois et demi, avec un mail un peu passif-agressif en mode « sauf erreur de ma part, vous n'avez pas réglé la facture ». Et donc à ce moment-là, le fait d'avoir de la facture électronique et des statuts, ça permet d'être au courant plus vite qu'il y a un problème et ça permet d'intervenir plus vite. Donc, c'est comme ça que ça va contribuer à l'amélioration des délais de paiement. Et ça, c'est plutôt, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est plutôt constaté dans les endroits où on l'a fait. C'est pour ça que les entreprises ont fait de la facture électronique il y a 30 ans, et c'est ça qu'on généralise. François, vous qui accompagnez donc de nombreuses entreprises de type, de tout type, comment est-ce que vous avez déjà des questions, des difficultés qui vous sont remontées, comment tout cela est appréhendé? Est-ce que ça rejoint les propos de Laurent Wronski? Alors, en réalité, bon, déjà, nous, notre profession au sens large, on a toujours été habitués à s'adapter parce que des réformes, on en a tous les ans, voire 2 fois par an. Donc ça, c'est quand même une réalité. Et que notre métier, c'est d'assister nos clients pour les aider dans ces réformes. Donc déjà, c'est un premier point. Concernant en particulier la facturation électronique, nous, ça fait effectivement 1 an qu'on travaille dessus, qu'on a pris le sujet à bras-de-corps parce que, comme vous le disiez, ça touche beaucoup notre profession parce que on est quelque part une industrie de la comptabilité. Donc il faut effectivement qu'on s'adapte. Donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus. En particulier, nous avons modifié. On a une plateforme d'échange documentaire avec nos clients. On l'a totalement modifiée pour qu'elle soit totalement interconnectée avec la facturation électronique. En janvier, on a déjà dit à nos clients quelle était la plateforme sur laquelle nous allons nous appuyer. Et puis dès juin, on est peut-être un peu en retard par rapport à vous, mais dès juin, on est en train aujourd'hui d'inscrire nos clients sur cette plateforme. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je reste toujours convaincu que le système est intéressant. Et je reviens sur le délai de règlement. Il y a peut-être un sujet qui va nous aider, c'est que aujourd'hui, c'est une sanction que l'État n'applique pas. Le dépassement des délais de règlement, c'est une sanction. Et que là, il aura l'information. Puisque demain, il aura des factures, il aura la dette d'échéance et elle saura qu'elle n'est pas payée. Donc peut-être que demain, que notre ami État va enfin agir pour sanctionner les personnes qui ne respectent pas les délais. Bon. Encore mon rêve, mais en tout cas, il a l'info. Il a l'info. Vous savez que votre rêve a déjà été partiellement exaucé, puisque vous avez une liste. D'ailleurs, j'invite les gens à la consulter tous les mois, puisque moi, quand j'ai travaillé avec Novelli pour mettre en place la loi LME, je faisais partie de l'aile dure du parti, parce que j'ai vécu l'Observatoire du règlement qui a bien observé. Il a observé pendant 30 ans, entre le début et la fin, rien n'a changé. Donc vous avez une liste des mauvais payeurs, elle est nominative, c'était mon idée. Il y a le montant des amendes aussi. Bon, ça fait moins rêver. Voilà. Mais on s'aperçoit que quand il y a des soubresauts économiques,
La première variable d'ajustement, ce sont les entreprises. Et là, on est exactement dans ce moment. Donc, je le répète, moi je ne suis pas contre le progrès, de toute façon vous ne m'avez pas demandé mon avis, donc je vais devoir le vivre comme tout le monde. Je dis simplement que le moment fait que je ne suis pas très optimiste sur les 6 à 12 mois. Après, peut-être que les choses vont s'ajuster, mais je pense qu'il y a un risque important sur la solvabilité des entreprises et sur des entreprises qui ont du mal à trouver du financement à court terme aujourd'hui et qui n'ont que en clair leur facturation pour mettre du carburant dans la machine tous les mois. Vous, François, justement, est-ce que vous voyez, en fonction des différents types de clients et d'entreprises que vous accompagnez, certains points de friction, certaines difficultés que certaines pourraient avoir versus d'autres ? Si je reprends un peu par catégorie, déjà les grands groupes, comme vous disiez, elles ont déjà leur plateforme, elles vont probablement la connecter au PA et ça va pas être pour moi, ça va pas être le grand changement chez eux. Sur les PME. Alors là, on est effectivement dans le cœur du sujet. Il y a nécessairement un besoin de réorganisation. Et nous, ce que l'on voit aujourd'hui avec nos clients, c'est qu'on multiplie des réunions pour essayer de les aider à se réorganiser, parce que là, il y a des problèmes de connexion avec leur propre ERP, il y a des vrais sujets sur les PME. Sur la troisième catégorie, qui sont les TPE, alors là, pour moi, ça va être... déjà, la grande majorité des TPE nous confient l'intégralité, nous, experts comptables, de la comptabilité. Bon, ils savent qu'on est agile, ils savent qu'on sait faire. Les clients de Wiluma, ils savent qu'on a la plateforme et qu'on est opérationnel. Donc, eux, ils sont assez... tranquille entre guillemets. On est en train, nos équipes sont en train de les former sur notre plateforme. Alors, on est en train de les former pour recevoir des factures et puis cliquer, j'accepte, je refuse, etc. Donc, on en est vraiment sur les TPE. Pour moi, les choses se passent plutôt bien. Donc, le point de vigilance, c'est les PME pour moi. Et après, il y a un deuxième acteur quand même, parce qu'au sein du groupe Wiluma, on a un service dédié aux filiales de sociétés étrangères. Et là, je reste convaincu aussi que ça va améliorer l'attractivité de la France. Parce que ce que cherche un dirigeant quand il s'implante en France, c'est la sécurité. Il cherche la sécurité financière. Et là, je reste convaincu aussi qu'il va y avoir une amélioration de la sécurité financière. C'est essentiel. Donc sécurité financière et puis compétitivité donc pour les entreprises françaises. Et puis françaises. forcément compétitivité. Il y a quand même un éléphant dans cette pièce dont on n'a pas encore parlé, c'est la fameuse plateforme. Puisque pendant un temps, on avait l'idée d'une plateforme unique qui aurait été développée par l'État. Je crois que c'est un petit peu aussi un des écueils par rapport à cette réforme-là, c'est que d'un seul coup, il a fallu que chacun, ce que vous disiez, puisse adhérer à sa propre plateforme ou bien développe sa propre interface. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a eu un petit changement justement de lancement d'une plateforme qui aurait été une plateforme unique de l'État? Mais j'espère que je ne serai pas contredit sur ce point, mais là l'idée c'est que on avait prévu au départ un service public qui avait vocation à permettre la génération et le transport des factures des entreprises entre elles. Et donc, il y avait un rôle de l'État qui était particulièrement inséré dans le fonctionnement de quelque chose. L'échange de factures, c'est avant tout un échange entre deux entreprises. Et donc, ce sujet-là, il paralysait un peu tout. C'est-à-dire qu'au final, les éditeurs ne travaillaient pas pour proposer des alternatives, il n'y avait pas de solution, etc. Et donc, on se serait retrouvé dans une situation où, dans la plupart des situations, on aurait dû aller finalement au guichet pour venir déposer ou récupérer des factures sur un site de l'État. Ça posait plein de problèmes. D'abord parce que c'est pas notre métier de faire des factures et donc du coup on l'aurait probablement mal fait pour la diversité des entreprises de ce pays. Ensuite parce que ça aurait coûté très cher de le faire gérer par l'État et donc ça aurait coûté très cher aux contribuables. Et troisièmement parce que ça mettait une cible, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où il suffisait finalement de bloquer le système pour bloquer l'échange de factures. Et donc, pour ces raisons-là, la France, mais les autres pays européens autour, sont en train de quitter le modèle d'une plateforme centrale unique pour aller vers un modèle décentralisé. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous regardez la liste des plateformes, vous dites il faut qu'on choisisse, c'est compliqué, mais la liste des plateformes, c'est la liste des gens qui accompagnent aujourd'hui les entreprises dans leur gestion, dans leur comptabilité, dans leurs formalités. C'est des experts comptables, c'est des banques, c'est des éditeurs de logiciels. Donc, c'est les gens qui aujourd'hui accompagnent les entreprises sur ces sujets-là et qui demain continueront à le faire sous une modalité un peu différente, mais qui resteront aux côtés des entreprises. Je pense que c'est plus une répartition normale des rôles que d'avoir un État qui centralise tout. Laurent Wronski,
Quel est votre avis par rapport à ça? Alors si on dévie sur quel est le périmètre régalien de l'État, là c'est toute une série d'émissions qu'il nous faut. Moi, ce que je vais observer dans les 12 mois, c'est est-ce qu'il va y avoir une forme de standardisation sur les modes opératoires? Parce que là, nous, on a vécu... C'est pas ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, pas du tout. Et donc, au niveau des équipes, qui sont... nous, on est industriels, on est très digitalisés depuis très longtemps, parce que pour pratiquer notre art, on a besoin de beaucoup de produits transversaux et verticaux. Donc, j'ai des gens qui savent ce que c'est qu'une plateforme. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique. Le problème, c'est quand vous avez autant de plateformes et autant de standards, c'est comme si vous aviez 5 traitements de texte différents avec des standards différents. Oui, on peut les maîtriser. Oui, on est proche du client. Simplement, si vous avez une multiplicité... je dirais, vous avez aussi une multiplicité des problèmes potentiels. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir si ces plateformes convergent vers des formes de standards. On le voit bien. C'est l'objectif quand même. C'est l'objectif d'avoir peut-être une interface qui soit différente, mais ensuite un traitement des factures qui soit le même d'une plateforme à l'autre. Non seulement c'est l'objectif, mais je dois dire que grâce à l'effort conjoint des organisations représentatives, des experts comptables, des éditeurs de solutions au sein d'une commission qu'on a montée pour ça et qui s'est réunie énormément, pour moi cet objectif est parfaitement rempli. C'est-à-dire qu'il y a des standards. Aujourd'hui, il y avait des centaines de manières de facturer et des centaines de standards qui étaient possibles et grosso modo, les plus gros imposaient aux plus petits le standard qu'ils souhaitaient dans cet univers-là. Et aujourd'hui, il y a un socle commun de 3 formats. On aurait pu en mettre qu'un. Pourquoi on en a mis 3? Parce qu'on ne voulait pas casser ce qui marchait. C'est-à-dire que vos partenaires avec qui vous échangiez déjà des factures, on a voulu reconnaître la capacité, continuer à faire de l'Edifact, continuer à faire des formats qui préexistaient. Mais donc aujourd'hui, il y a un petit groupe de formats. Le niveau de standardisation au sortir de cette préparation de réforme est bien supérieur. Après, il faut attendre le 1er septembre pour voir si effectivement ça fonctionne ou pas. Nous, on a tous les indices que ça va fonctionner. On regarde les pays voisins et on se dit qu'on ne va pas faire pire qu'eux. Mais je peux comprendre cette inquiétude. Elle est normale à 60 jours de la mise en œuvre. En fait, vous avez trop anticipé finalement, Laurent Wronski. Alors non, moi, c'est pour ça que c'est ce que je vous ai expliqué en début d'émission. Moi, je n'anticipe pas. Je le vis depuis 6 mois. Donc, je suis positif. Puis encore une fois, on ne m'a pas demandé mon avis. Donc de toute façon, il va falloir qu'on... Votre avis, non, mais l'avis des entreprises au global, j'imagine que... Mais ce qui m'intéressait, dans le thème abordé aujourd'hui, parce que, je ne suis pas convaincu que tout le monde rêve en pensant à la facturation électronique. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je voulais juste, si vous voulez, c'est un élément d'un Rubik's Cube qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que quand on parle de facturation électronique, c'est le sang des entreprises. Okay, parce qu'en clair, c'est comme ça que vous faites rentrer de l'argent. Et c'est aussi comme ça qu'on en sort. Bon, donc en clair, vous êtes au cœur des flux économiques d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, Dieu sait que, si vous voulez, il y a des sujets concomitants que j'ai cités sur le crédit interentreprise, sur les mauvais payeurs. Je vais être un peu impertinent, mais je le dis très gentiment, l'un des premiers mauvais payeurs, c'est quand même l'État et les collectivités. Donc, si tout ceci est quelque part, si ça s'améliore, alors moi, j'applaudis dès demain. Simplement, je pense que cet aspect n'a pas été, si vous voulez, n'a pas été évalué. Donc, si ça contribue à fluidifier le marché, puisque c'est ce dont nous parlons, et à décourager les mauvais payeurs et les excuses, mais là, ce que j'ai vu depuis 6 mois contribue à déshumaniser la relation client-fournisseur et à donner des excuses aux mauvais payeurs. Peut-être qu'effectivement, comme vous l'appelez de vos voeux, ça va peut-être attirer le regard du législateur qui, du coup, fera un petit peu le gendarme. Ce qu'il a est son rôle. Il aura l'info. Et là, c'est le rôle de l'État de faire le gendarme. Pour rebondir sur le rêve, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pour un dirigeant industriel comme vous, il va aller dans son usine, il va aller voir les chaînes de production, il va voir quels sont les investissements qu'il doit faire pour améliorer le process. C'est ça son usine. Nous, les experts comptables, l'usine, c'est cette facture. Nous, ce qu'on fait tous les jours, c'est ça, c'est gérer ce flux-là, automatiser la comptabilisation, automatiser la gestion de prévisionnel, automatiser la gestion de la mise en paiement. Donc c'est ça notre modèle. C'est pour ça que j'en rêve quelque part. Parce que enfin, j'ai un flux. Non, mais je vous réponds. J'ai un flux qui me permet d'interagir entre mon client et son client, ou mon client et son fournisseur. Donc c'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui est important pour nous experts comptables. Voilà. Vous m'autorisez une petite remarque. Et là, c'est le citoyen qui parle. Je comprends très bien la motivation qu'a l'État d'avoir un regard assez pointu sur les flux économiques. Mais c'est aussi une forme de perte de liberté.
Et je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je suis très attaché à la monnaie fiduciaire. Alors, c'est un sujet concomitant à la facturation électronique. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir des billets de banque et des pièces de monnaie. Pourquoi ? Parce que si j'ai envie de faire quoi que ce soit avec cet argent, personne ne sait ce que je fais avec. Tout à fait légal, je vous rassure. Aujourd'hui, quand vous payez avec un système PayPal ou autre, je veux dire, là, vous êtes, on sait exactement quoi, quand, comment, qui. La facturation électronique, c'est aussi ça. Donc, c'est pas, je dirais, mon petit coup de gueule libertarien, mais je veux dire, il faut bien être conscient aussi que c'est une forme de perte de liberté. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système digital qui est beaucoup plus large que la facturation électronique, mais le fait de tout pouvoir identifier, répertorier, mesurer, contrôler, est aussi une perte de liberté dans notre société. Donc là, c'est une remarque, je dirais, citoyenne. Alors moi, je ne suis pas le législateur, donc je peux aussi m'exprimer comme citoyen. Moi, je ne suis pas du tout inquiet à ce propos, pour une raison simple, c'est que la frontière qui a été posée, c'est la frontière des particuliers. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il y a des particuliers qui sont facturés, il n'y a pas de données individuelles sur ces flux-là qui remontent. Ce qui remonte, c'est la brique de base des échanges entre les entreprises, qui sont déjà quérées par l'administration, qui constituent déjà le cœur de la comptabilité. C'est-à-dire qu'en réalité, je veux dire, on peut toujours se dire il y aurait besoin qu'il y ait moins de choses. Nous, notre idée, c'est de dire plus on récupère la donnée, plus on est capable d'alléger les démarches. Enfin, je veux dire, moi, je rencontre pas beaucoup de dirigeants d'entreprise qui me disent qu'ils aimeraient pas avoir moins d'enquêtes de l'INSEE, par exemple. Ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille pour être capable d'alléger ces côtés-là. On ne peut pas à la fois demander que le numérique profite pour l'allègement des démarches et en même temps exiger qu'on en reste à un schéma dans lequel le papier, finalement, ça protège d'une certaine manière de la capacité des États à s'introduire dans la vie des entreprises. Puis par ailleurs, j'avoue qu'il y a une certaine contradiction dans les critiques conjointes qui consistent à dire qu'il aurait fallu que l'État fasse un service public de la facturation et de l'autre côté qu'il faudrait qu'il ne dispose pas des données de facturation. Il y a un moment où il faut trouver un point d'équilibre. Moi, je veux vous rassurer, sur les délais de paiement, sur la sécurité des données, sur la souveraineté, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont c'est fait, mais il n'y a pas eu d'impensé. Il y a eu un travail de fond mené avec les organisations représentatives, mené avec les institutions, et on a eu un résultat qui est un point d'équilibre à date. Et si dans 3 ans, on se rend compte que ce point d'équilibre, il va trop dans un sens ou dans un autre, le politique sera là pour le corriger. François, comment vous comptez accompagner vos clients justement chez Willumar ? Vous avez parlé tout à l'heure de différentes typologies d'entreprises, donc les ETI, les PME et les TPE. Qu'est-ce que ça va changer, vous, par rapport à votre accompagnement en tant que cabinet d'expertise comptable ? Pour les TPE, j'ai plus ou moins dit, puisque effectivement aujourd'hui la plateforme est déployée, ils vont pouvoir recevoir leurs factures. Nous derrière, effectivement, on va automatiser la comptabilisation et donc là-dessus, on est totalement opérationnel. Parce que vous avez fait le choix d'une plateforme aussi au sein de chez Willumar. Nous avions une plateforme déjà d'échange documentaire qui était liée avec nos outils comptables sous forme d'ossérisation qui passait les écritures, donc on l'a complètement adapté et on l'a même aujourd'hui. On a les deux. C'est-à-dire qu'on a encore le papier, on a encore la facturation électronique, comme ça on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc ce produit-là existe. En ce qui concerne les PME, donc là effectivement je vous rejoins, il y a un vrai sujet et on y travaille et c'est vrai qu'on multiplie des réunions parce qu'on a un certain nombre de clients qui sont inquiets parce qu'il est nécessaire de se réorganiser sur ce schéma. Ça vient modifier les process de travail, d'organisation en fait au sein d'une société, d'une entreprise ? Oui. Complètement. Le tampon qui était sur le bon de livraison du magasinier avec la facture qui tombait sur le bureau du comptable qu'il validait tout ça. Donc tout ça, ça va être numérisé. Alors, les grands groupes le faisaient, les PME le faisaient pour partie, pas toutes. Donc c'est celles-là qui ont peut-être le plus de mal. Et puis les TPE, elles auront les outils. Aujourd'hui, elles ont les outils pour le faire. Donc ça, c'est sur le côté purement technique. Après, sur le côté du métier lui-même, nous, quelque part, aujourd'hui, produire quasiment instantanément, être capable de produire quasiment instantanément de l'information financière, parce que on a les achats électroniques, on a les ventes électroniques, on a les remontées de banque, si vous voulez, c'est un confort pour nous et surtout pour nos clients qui est essentiel. Laurent Vosquive, donc vous qui le pratiquez dans sa forme peut-être bêta pour l'instant de la facturation électronique depuis 6 mois, si vous deviez modifier un élément pour améliorer les choses, en fait, ça serait quoi ? Qu'est-ce qui devrait être amélioré à votre avis pour le moment ? Alors d'abord, j'ai une petite suggestion pour les enquêtes INSEE. J'ai une solution pour les améliorer. Ça ne coûtera pas un sou aux contribuables et ça va faciliter la vie des entreprises. Vous en réduisez au moins la moitié.
Vous coupez 50% des enquêtes, vous allez voir, tout le monde va mieux se porter. Je pense que nous, on est des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un mode de changement et d'agilité permanent. Je vais vous donner un exemple concret, puisque moi, je suis le parti de la concrétude. Depuis le Covid, nous avons géré collectivement 7 crises systémiques. 7. Bon. Moi, avant ça, j'ai commencé ma carrière dans les années 80, j'en avais géré 6. Donc, vous voyez l'accélération. Donc, on sait faire. On sait ce que c'est que l'agilité, on sait ce que c'est que s'adapter, on sait ce que c'est que d'incorporer les nouvelles technos. Donc là, de toute façon, il y a un choix qui a été fait. Comme je l'ai dit, j'ai bien compris que le 1er septembre, tout le monde y passe. Ce que j'attends de voir, c'est quels sont les problèmes qui émergent et surtout s'il y a cette espèce d'homogénéité sur le fonctionnement des plateformes. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. Effectivement, la question que pose monsieur est parfaitement légitime. Où commence et où s'arrête le rôle de l'État ? Il y a des exemples qui sont des vrais succès. Je veux dire, moi, je me souviens de l'époque, pour avoir une carte grise, c'était un peu le parcours du combattant. Donc là, il y a un site qui marche plutôt pas mal. Là, on est dans un domaine très délicat parce qu'on est à moitié dans le privé avec les factures et puis on est à moitié dans le public parce qu'il y a de la fiscalité. Donc, si j'écrirai au Père Noël au mois de décembre, je lui demanderai qu'il fasse en sorte d'avoir une certaine homogénéité pour éviter que j'ai des équipes qui s'arrachent trop les cheveux et que j'ai un poste client qui augmente de 30%. François, vous, si vous deviez dire un mot justement aux entreprises qui freinent un peu pour s'emparer de ce sujet de la facturation électronique, qu'est-ce que vous diriez ? C'est une erreur, tout simplement. Voilà. C'est une erreur parce que d'abord ça va arriver, donc autant quand même s'y préparer. Mais c'est une erreur parce que ça va apporter de l'efficacité dans l'entreprise, de l'efficacité opérationnelle, la digitalisation, l'automatisation, etc. Donc c'est quand même des postes beaucoup d'efficacité à obtenir. Ça va apporter de la sécurité sur les transactions. Ça, c'est pas négligeable. Aucun dirigeant n'a envie d'avoir une fausse facture dans ses comptes. Aucun dirigeant n'a envie d'avoir un salarié indélicat qui a fait un détournement. Là, ça complique quand même énormément les choses. Donc cette sécurité, puis même pour les étrangers, comme je disais tout à l'heure, qui veulent rentrer en France, un dirigeant veut de la sécurité dans ses comptes. Et puis, il va enfin bénéficier, grâce à son expert comptable ou grâce à son organisation, à une information financière plus rapide, plus juste aussi. Parce que des erreurs de saisie, il y en a dans les comptes. Faut pas le dire aux inspecteurs, mais il y en a forcément des erreurs de saisie. Donc là, on va avoir de la fiabilité, de l'immédiateté, quelque part, qui va améliorer le pilotage d'entreprise. Donc je pense que c'est une erreur de ne pas prendre le sujet comme étant finalement... pour moi, c'est pas une contrainte, c'est vraiment une opportunité d'améliorer le fonctionnement des entreprises. C'est pas simple, mais c'est une opportunité. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes pour voir un peu plus loin encore après septembre 2026 et septembre 2027. Est-ce que cette réforme avec la facturation électronique, c'est encore aussi le début d'une automatisation encore plus importante justement au sein des entreprises Sébastien Rabineau. Ce qui est très difficile, c'est qu'en fait, plus on réfléchit concrètement à ce que ça change et à ce que ça peut changer, plus on est obligé de descendre un peu dans des typologies d'entreprises qui diffèrent. Une partie de l'exercice consiste à se poser la question, effectivement, quand on est un acteur industriel, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui et quel est l'espoir ? C'est la standardisation. C'est-à-dire qu'on a réussi à numériser une bonne partie de ces flux et donc l'idée, c'est d'aller chercher les 30% qu'on ne peut pas numériser parce qu'ils sont trop petits, pas assez dépendants de nous pour qu'on arrive à créer des liens EDI sans rentrer dans les techniques qui coûtent cher à mettre en œuvre. Et donc ça veut dire que ça c'est l'objectif. Pour un commerçant, pour un artisan, l'objectif collectif qu'on a, c'est un peu aussi une numérisation forcée de l'activité, parce qu'on passe notre temps à dire qu'un des freins de croissance, par comparaison à nos collègues en compétitivité, c'est ça. Et donc ça paraît difficile d'avoir une réponse globale. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que moi je suis parfaitement d'accord. Je n'utilise pas le terme du sang de l'entreprise, mais pour moi c'est un peu la brique de base de plein d'activités commerciales, comptables, fiscales, la facture. Et donc ça veut dire que commencer par là, c'est déverrouiller des usages. Donc ça veut dire que derrière, ce qui va se poser comme question, c'est à quel point je suis capable de me transformer. La conformité est finalement assez facile à obtenir quand on regarde dans les autres pays. Comment j'arrive à la
la transformer en vraiment une création de valeur. Le fait d'avoir cette donnée en temps réel, qu'est-ce qu'elle m'apporte en termes de pilotage de l'entreprise? Ça, c'est les vrais défis de demain. C'est des défis dans lesquels les experts comptables sont très mobilisés parce que c'est la nature de leur transformation du moment. IA plus facture électronique, ça fait quand même un sacré virage à prendre. Et puis, mais c'est pour tout le monde, ça va être un peu le sujet. Et donc, cette économie de la donnée, finalement, on lui donne du carburant avec ce sujet-là. Donc, il faut préparer ça. Est-ce que vous pouvez justement compléter les propos de Sébastien Rabineau, François ? Oui, je vais encore me répéter, mais c'est vrai que pour moi, une fois que cette facturation électronique sera mise en place et que les organisations auront changé, on aura effectivement, je reviens, mais des vrais outils de pilotage qui vont permettre de prendre des bonnes décisions, d'anticiper. On va pouvoir faire des prévisions de trésorerie plus fiables. On aura peut-être des délais de règlement qui vont baisser. Et vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, donc une possibilité de mieux accompagner aussi les entreprises, les dirigeants, oui, leur stratégie. C'est une évidence. L'émission a fait valeur ajoutée. Alors, si vous voulez, nous, ça fait 15 ans qu'on se numérise à fond, que ce qui était une facture est devenu un code informatique par la numérisation. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière étape, quelque part. On va gagner un peu de temps par rapport à certains clients, on va dire un peu désorganisés, qui avaient du mal à nous donner toutes leurs factures. Mais sinon, ça, c'est derrière nous. Mais le cabinet Wiluma, de toute façon, depuis des années, on s'est complètement diversifié. Aujourd'hui, on fait effectivement du conseil en fiscalité, en juridique, en RH, on fait de la conseil en fusion-acquisition, on fait des conseils en levée de fonds. Donc, le métier de l'expertise change, mais aujourd'hui, c'est pas une révolution. La révolution, elle a déjà eu lieu. Oui. Et Laurent Vronsky, alors, qu'est-ce que quand vous entendez les propos de Sébastien Rabineau, les propos de François Dublois, est-ce que vous pouvez essayer d'aller un petit peu dans le rêve de François ou bien dans la réalité de Sébastien? Si je vais vous décevoir, moi, ça me fait pas du tout rêver. Et je ne crois pas, et je le dis vraiment très amicalement, je ne crois pas du tout à la création de valeur sur quelque chose comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc, vous avez dit, on va avoir une facturation qui va nous permettre d'avoir donc de l'information instantanée. Honnêtement, je connais pas beaucoup d'entreprises. Et puis je connais bien le terreau industriel où c'est vraiment des toutes petites boîtes. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui font des factures à la machine à écrire ou au carnet à souche. Donc elles ont tout un programme informatique. Donc dès l'instant où vous facturez avec un programme informatique, vous avez l'information. Donc non, je crois pas à ça. Par contre, alors là, on change un tout petit peu d'angle d'attaque par rapport à ce genre de procédure. Je pense vraiment que, comme on a un État qui a besoin de trouver de l'argent, parce qu'on est dans une situation déficitaire, il essaye de mettre en œuvre la mesure la plus transversale qui mettra tout le monde d'accord, c'est de dire ce que vous avez dit d'ailleurs, il y a des lois, il y a des contrevenants, donc nul n'est censé ignorer la loi, number one, et nul n'est censé la contrevenir. C'est comme les contraventions. Tout le monde est... Tous les gens qui grillent un stop vont avoir une contravention. Donc de mettre en place des systèmes que la technologie vous permet de mettre en place pour être sûr que personne n'échappe à ces flux, je pense que ça va s'accélérer. Et je pense qu'on va arriver peut-être, je ne suis pas Madame Soleil, mais à mon avis, en moins de 5 ans, on aura fait le tour complet du périmètre des flux économiques de façon digitale. Est-ce que ça va créer de la valeur? Personnellement, je n'y crois pas. Peut-être qu'effectivement, pour la petite boîte qui était vraiment archaïque avec le stylo et le papier, oui. Honnêtement, j'en connais pas beaucoup. Mais je dirais c'est le sens de l'histoire. On parlait tout à l'heure. Oui, enfin, je pense que... Mais après, moi, je trouve ça bien d'avoir une posture d'attente sur ces sujets-là. La seule chose que je dis, c'est que plus on rentre dans la réforme en se disant que c'est une réforme de pure conformité fiscale, et moins finalement on s'organise pour en tirer l'opportunité. Vous parliez des factures sortantes en disant qu'elles étaient maîtrisées par celui qui les fait. C'est une évidence dans un certain nombre de secteurs dans lesquels effectivement il y a du numérique. Sur les factures entrantes, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas d'erreur de facturation, je crois que tout le monde qui suit un peu la vie des entreprises se rend compte quand même que des problèmes de facturation avec des factures qui soient non conformes, qui tombent au mauvais endroit, etc. C'est une vraie douleur dans le fonctionnement des entreprises aujourd'hui. Et je vous rappelle qu'on parlait de crédit interentreprise. Ils se déplacent progressivement des grands groupes vers les petits, vers un crédit interentreprise au sein des TPE-PME. Ce qui veut dire aussi que c'est pas absurde du point de vue de la compétitivité économique de s'attaquer aux douleurs de gestion dans ce groupe-là d'entreprises. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Un dernier tour de table pour chacun d'entre vous. En une phrase, donc Sébastien Rabineau, dans quel état d'esprit doivent se mettre justement les entreprises pour pouvoir accueillir au mieux cette réforme de la facturation électronique ?
Il faut regarder les choses avec pragmatisme. Encore une fois, c'est pas qu'une réforme de conformité. Évidemment, il y a un enjeu de conformité. C'est aussi une réforme d'opportunité et il faut être capable de la saisir. Laurent Wronski, un mot quand même pour conclure. Donc, on a bien compris que pour vous, il y avait quand même des points de vigilance. Écoutez, une phrase. Une phrase. Écoutez, les mots sont des nains, les actes sont des géants. J'attends de voir. Très bien. François, donc pour convaincre les dirigeants à vraiment, en une phrase, donc s'emparer de cette Alors je continue à arriver, moi. Non, je pense effectivement que ce maillon de l'automatisation qu'il peut y avoir dans l'entreprise peut apporter beaucoup. Voilà, peut apporter beaucoup dans la compétitivité, même tout simplement dans la création d'entreprise. Aujourd'hui, un jeune qui crée une entreprise, il ouvre un compte bancaire. Demain, il ouvrira un compte bancaire, il ouvrira sa PA, il sera capable de faire une facture de suite. Voilà, c'est aussi simple pour moi, aussi simple. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Ce que l'on retient de nos échanges, c'est que la facturation électronique, c'est bien plus qu'un simple changement de format de facture. Derrière cette réforme, il y a donc des enjeux de modernisation, de digitalisation, de compétitivité et bien sûr aussi d'accompagnement des entreprises. On a vu que ça suscitait parfois des interrogations, des inquiétudes, mais aussi de nouvelles perspectives pour les dirigeants et leurs partenaires. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci.